Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Ce matin, le chef de l'État a présidé les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. Au Kenya, les pourparlers, le processus de paix en RDC continue. Les détails dans cette édition de cet après-midi. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, le président de la République a présidé ce matin la 17e séance du Conseil des ministres de cette année 2022. Plusieurs questions à l'ordre du jour ont été examinées. On écoute le porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Bahdal. Sous la présence de son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 29 novembre 2022 la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Première question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Le budget prévisionnel du Fonds de garantie partielle de Djibouti pour l'exercice 2023 sont arrêtés en recettes et en charge à 81 295 276 francs. Le fonds a démarré ses activités en février 2020 et a déjà signé des conventions de partenariat avec 6 banques de la place, BCI Mer Rouge, BO Mer Rouge, CAC Bank, Exim Bank, IIB et IBB. Et une institution financière publique, le Fonds de développement, le FDED, et la CEPEC de Djibouti. Dans la continuité des années précédentes, la maîtrise du coût de fonctionnement est toujours en vigueur pour l'exercice 2023. Concernant les réalisations du Fonds de garantie de Djibouti, 107 dossiers ont été traités pour un montant total de 302 millions de francs Djibouti, réalisés avec les banques pour un montant total de 264 millions de francs Djibouti, et la CEPEC Djibouti pour un montant de 23 millions de francs Djibouti. Au courant de l'année 2023, le fonds a envisagé de lancer 2 produits. Il s'agit de la finance islamique et du logement abordable. Ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Deuxième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2020 de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ONEAD. Le compte financier de l'ONEAD pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 8 192 millions. En 2020, l'ONEAD a produit 23 millions de mètres cubes d'eau potable. Ces chiffres est en augmentation de 9,4% par rapport à 2019. Seuls 15,3 millions de mètres cubes d'eau ont été facturés en raison de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les activités commerciales de l'ONEAD. Les recettes tirées de la vente d'eau s'élèvent à 5,6 milliards de francs Djibouti, soit 68,3% des produits. En 2020, l'ONEAD a poursuivi la politique d'investissement dans les infrastructures pour un montant de 1,28 milliard de francs Djibouti sur les fonds propres et sur financement extérieur. Elle a géré 107 forages de production d'eau et un réseau de transport, c'est-à-dire canalisation plus branchement, de 1085 km. Dans l'objectif de renforcer ses capacités, l'Office a acquis en 2020 des équipements de maintenance et de développement. En outre, les travaux relatifs aux divers projets de développement débutés pour la plupart durant l'exercice antérieur ont été poursuivis en 2020. Ces investissements réalisés portent sur la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer, la réhabilitation et la modernisation des installations d'eau potable et de l'assainissement de la ville de Djibouti, ainsi que l'adduction d'eau potable de la ville d'Obok. Troisième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel de l'Office pour 2023 est arrêté en produit à 9,9 milliards de francs Djibouti et dégage un résultat bénéficiaire de 27 millions de francs Djibouti.
le budget prévisionnel a été élaboré dans une perspective de croissance relative des activités de l'ONEAD. En 2023, l'ONEAD prévoit une production d'eau de 28,8 millions de mètres cubes, apte à répondre aux besoins de la population. Le volume des ventes d'eau facturée est estimé à 16,8 millions de mètres cubes pour l'année 2023. La production quotidienne de 21 500 mètres cubes d'eau de l'usine de dessalement est distribuée essentiellement à Balbala pour un coût de production total de 184 millions de francs djibouti contre un prix de vente de 74 francs le mètre cube. En 2023, afin d'améliorer progressivement les performances de ces activités, l'Office poursuivra les objectifs de redressement, notamment accroître le nombre de branchements neufs dans la ville de Djibouti, ville et ses environs au niveau des nouvelles cités résidentielles, ainsi que dans les 5 régions, améliorer et renforcer le fonctionnement commercial de l'Office en engageant les moyens nécessaires afin d'obtenir une facturation correspondant aux consommations réelles des usagers, engager des actions nécessaires pour un meilleur recouvrement des impayés, tant au niveau des particuliers que des entreprises et des administrations publiques que les clients institutionnels. En 2023, l'ONEAD poursuivra l'exécution de son programme d'investissement, notamment le projet de modernisation et de réhabilitation FADES 3, l'électrification des forages de projets transfrontaliers, la réalisation d'une station d'épuration, l'extension et la réhabilitation du réseau d'assainissement. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Quatrième question, projet de loi portant adoption du compte financier 2020 de l'aéroport international de Djibouti. Le compte financier de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 2 872 949 000 francs de Djibouti. Au cours de l'année 2020, les recettes liées aux activités aéroportuaires et aériennes ont fortement baissé par rapport à l'exercice 2019 en raison du Covid. L'aéroport international de Djibouti a enregistré un manque gagné lié au confinement qui s'élève à plus de 250 millions de francs de Djibouti uniquement pour les redevances aéronautiques. En 2020, l'aéroport international de Djibouti a commencé à rembourser les premières échéances suite aux investissements réalisés pour l'extension et la rénovation de l'aérogare. La réalisation de ces investissements permettra à l'aéroport d'augmenter ses capacités opérationnelles en vue d'accroître et d'améliorer ses infrastructures. Poursuivons la suite du compte rendu de cette 17e séance du Conseil des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Cinquième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2023 est arrêté en produit à 2 618 514 000 francs de Djibouti, avec un résultat net bénéficiaire de 26 133 000 francs de Djibouti. Le budget prévisionnel 2023 est élaboré dans un contexte d'accroissement des activités de l'aéroport, notamment la reprise progressive du trafic aérien. En 2023, l'établissement prévoit la mise en œuvre d'un programme d'investissement, à savoir la construction d'une nouvelle tour de contrôle, la réfaction de la piste et enfin l'acquisition d'un camion incendie. Ce projet de budget permettra à l'aéroport de répondre à ses missions et aux exigences en matière de sécurité et de navigation aérienne. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sixième question, projet portant approbation de compte financier de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Rolos 2021. Septième question, je vous présenterai donc les deux questions en même temps. Cette commission, projet de loi portant approbation du compte financier de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Rolos pour l'exercice 2020. Le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a présenté au Conseil des ministres, par la voix de son ministre, les comptes financiers 2018, 2019 et 2020, ainsi que de maintien de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, connue sous le nom d'Arolos. En effet, cette nouvelle agence investit des missions techniques du Fonds de l'habitat a pour mission
de réaliser la construction de logements sociaux, de piloter le programme Zéro bidonville d'amélioration et de reconstruction du quartier précaire et de faciliter la régulation foncière. Depuis sa mise en place opérationnelle de 2018 à 2021, les activités de l'agence ont été marquées par l'attribution de 1114 appartements sociaux, 640 à PK13, 30 appartements F3, 104 appartements financés par le PIN Koweït et la préattribution de 440 appartements FADES, ainsi que la commercialisation de 1100 parcelles viabilisées, lotissement Balwara 2, 844 lotissements, lotissement FADES 87, le lotissement FADES 2, 13, ainsi que le lotissement Nord PK 12, 156. La reconstruction sur fonds propres de 404 logements incendiés dans différents quartiers de la capitale, dans le cadre du projet de reconstruction de logements sinistrés, ont été également réalisés. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat du programme national Zéro bidonville, ainsi que la régulation foncière, l'agence a réalisé les activités suivantes. Finalisation et mise en œuvre de la stratégie de programme Zéro bidonville, finalisation des études techniques et urbaines de la zone de prévention et de relogement de 1210 hectares ayant abouti au démarrage et achèvement de 48,7 hectares de terrain viabilisés, finalisation des études de reconstruction et d'alignement de 10 quartiers précaires de la capitale et préparation des dossiers d'appel d'offres de travaux d'investissement, achèvement des travaux prioritaires de la voie 1,2 km de Belbala ancien, et la délivrance de 2133 certificats d'inscription foncière aux personnes ayant régularisé leur propriété dans le cadre de la cession amiable. Dans ce cadre, les comptes financiers d'Arolos pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 1 742 620 000, avec un résultat net bénéficiaire de 97 724 000 francs Djibouti. L'agence a entamé la préattribution de 440 appartements du projet financé par le FADES et elle a réalisé également la reconstruction de logements incendiés dans la capitale. Dans le cadre du projet Zéro bidonville, l'agence a relogé les ménages impactés par des opérations de restructuration. Enfin, l'agence a délivré 638 certificats d'inscription foncière aux personnes ayant régularisé leur propriété. Les comptes financiers d'Arolos pour l'exercice 2020 donc sont arrêtés en produit à 1 478 000 000 francs Djibouti et en charge 1 403 000 francs Djibouti et dégage un bénéfice net de 74 838 000 francs. Malgré un contexte difficile lié à la pandémie du Covid-19, de nombreuses activités ont été réalisées par l'agence durant cet exercice en matière de commercialisation et de construction de logements sociaux, en matériel de résorption de l'habitat précaire et en matière de régularisation foncière à travers la cession amiable. En 2020, Arolos a investi plus de 2 milliards de francs dans les travaux à Balwara 2, la viabilisation du site de 540 appartements et la viabilisation du lotissement du PK 12 Nord et dans le projet de reconstruction de logements incendiés. Ministère du Budget. 8e question. Projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2022/114 du 15 septembre 2022. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain située dans la zone de Nagad d'une superficie de 12 hectares. Cette parcelle est destinée à la réalisation d'un projet de construction d'un hôpital de 500 lits dénommé Mohammed Ben Salman. 9e question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du secrétaire d'État chargé des sports. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 6,5 hectares dans la zone de Nagad au profit du secrétaire d'État au sport. Cette parcelle de terrain est destinée à la réalisation d'un stade de football. Communication.
En fin de séance, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur sa participation au 23e sommet de la francophonie qui avait pour thème les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la francophonie. Ce sommet s'est tenu du 18 au 22 novembre à Tunis, en Tunisie, dans la ville de Djerba. En marge du sommet, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a participé également au Forum de la jeunesse francophone du 16 au 20 novembre 2022. Ce forum avait pour objectif de développer les projets communs dans le domaine des médias qui pourraient contribuer au développement et à la solidarité entre les pays francophones. Dans le cadre de lancement des 16 jours d'activité de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de FUNIAP, a organisé ce matin un atelier de gouvernance de la réponse nationale aux violences basées sur le genre au Palais du Peuple. Cet atelier a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki, mais aussi la représentante de FUNIAP, Mme H. Ibrahim, les représentants de l'UNFD, la directrice des observatoires, la directrice des genres et les représentants des organisations internationales et les ministères concernantes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des femmes afin d'assurer le respect de leurs droits et de leur intégrité physique et morale. Les situations qu'on n'attendait pas certainement, mais qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas prévues, je ne crois pas, parce que le droit reste toujours en avance sur la sociologie chez nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas un agissement auquel une règle de droit, notamment en termes de poursuite pénale, ne permette pas de répondre. Voilà, ça c'est pour rassurer. Maintenant, à ce niveau de discussion, ce que je peux dire par rapport au produit, la plateforme, je vais saluer vraiment cette initiative et remercier les gens, ceux qui en sont à l'origine, et vous assurer de ce que le ministère de la Justice, le service public de la justice, participera à son développement et aussi à assurer que ce soit un instrument qui soit utile. Je suis contente que la première réunion de la coordination de gouvernance puisse se tenir aujourd'hui. Et pour moi, c'est un double symbole. C'est un double symbole parce que d'abord, c'est les 16 jours de violence. Et je crois que vraiment, et je remercie le ministère de la Femme d'avoir accepté à organiser cela aujourd'hui. Et c'est un autre symbole aussi parce que la plateforme, on a eu l'occasion aussi de la présenter parce qu'il y a le travail que les gens font. Tout à l'heure, j'ai travaillé dessous tous ces travailleurs de l'ombre. Donc, pour nous, et je remercie à tous qui ont travaillé. C'est un outil d'évidence, de transparence, de gouvernance et de prise de décision. À présent, on écoute un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble. C'est un thème qui est très très important. La violence basée sur le genre, nous l'avons parlé hier au niveau de l'UNFD, et que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est des choses qui se passent dans notre pays et ce sont des questions vraiment qui sont inacceptables pour nous, cette violence. Ceci étant dit, depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a cette plateforme ou bien ce comité intersectoriel du ministère de la Santé, ministère de la Femme, ministère de la Justice. Je pense qu'il est temps aussi d'incorporer d'autres ministères qui, eux aussi, peuvent jouer un rôle très important. Je pense au ministère de la Communication, je pense au ministère de Bienwarf, qui sont des ministères aussi qui sont très très importants. La plateforme que vous nous présentez ici, je pense qu'elle est intéressante. Il faut toujours bien gérer les cas, il faut bien suivre les cas. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de perte de temps et que dès qu'il y a une agression ou dès qu'il y a un fait, en tout cas, quel que soit le fait, qu'il soit enregistré le plus vite possible et qu'on puisse
de façon dynamique suivre par l'intermédiaire d'une plateforme le déroulement, en tout cas suivre le cas là où il est, peut-être lever les contraintes s'il y en a, et ça nous permet de suivre vraiment tous les cas. Donc je pense que nous l'accueillons favorablement, cette plateforme. Et voici à présent les dires de la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mona Ousmane Aden. On écoute ses propos. Aujourd'hui de pouvoir conduire cette réunion aux côtés de vous, parce que je pense que vous êtes les principaux acteurs de la question de la violence basée sur le genre. Nos différentes dispositions, que ce soit juridiques, techniques, stratégiques, se font autour de toutes ces personnes présentes aujourd'hui. Et nous avons tenu à faire cette réunion avec nos partenaires pour partager avec vous, vu qu'on est aussi dans les 16 jours d'activisme contre les violences, pour partager avec vous un outil de travail pour encore rendre plus performant notre réponse face à ces violences, et qui a été initié, présenté techniquement avec le FUNIAP, et qu'on voudrait partager avec l'ensemble des partenaires. Cette plateforme qui, Monsieur le ministre, nous permettra par la suite de pouvoir être plus performants dans les réponses, d'être au même niveau d'information, mais également, surtout, pour qu'on puisse aller de l'avant dans une lutte effective et efficace, Inch'Allah. Autre actualité nationale, hier, le siège de la Poste a abrité une cérémonie de signature concernant la mise en place des services du centre de service aux citoyens. La présente convention a pour objet de décrire les conditions d'engagement ainsi que les obligations entre les parties concernées, la Poste de Djibouti, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État et la Direction générale de la population et de la famille dans le cadre de la mise en place des services du centre de service aux citoyens. Le présent partenariat répond aux besoins et aux attentes des usagers de l'administration publique. En effet, le levier digital à la délivrance et de proximité des actes administratifs sollicités par les usagers publics sont consacrés comme des stratégies cohérentes et efficientes. Nous allons à présent écouter les propos du directeur général de la population et le directeur général également de l'ANCI. En effet, la mise en place de ces centres de services aux citoyens permettra, d'une manière générale, à l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens par des démarches simplifiées, rapides et de proximité. Ces centres de services tombent à point nommé pour la Direction générale de la population, qui s'est engagée dans le rapprochement des services à ses usagers pour la mise en place, à travers la mise en place des centres d'enrôlement de 2e arrondissement, 3e, 4e et 5e arrondissement. Mais malheureusement, dans le secteur de 1er arrondissement, on n'a pas pu avoir d'espace pour pouvoir mettre ces centres. Donc, c'est avec une immense joie et que de collaboration entre ces deux autres institutions qu'on a pu avoir au sein de l'institution La Poste se trouvant à Anguilla des centres d'enrôlement dédiés pour l'octroi des numéros nationaux d'identification et l'enrôlement des cartes d'identité. Il s'agit de mettre en place un espace dédié à délivrer un certain nombre d'actes administratifs à la population djiboutienne. C'est une démarche de rapprochement de l'administration et de l'administré. Donc un accord précédent a été signé déjà entre nous et la Poste. Et un des premiers services aujourd'hui qui pourrait être disponible dans ce centre, qu'on entame d'ailleurs les travaux de rénovation et de mise en service très prochainement. Donc l'un des premiers services disponibles dans ce centre sera donc celui de l'identité, qui en reste de moins un des plus demandés aussi par notre population. Donc je félicite encore mes collègues d'avoir adhéré à cette idée et de nous avoir facilité la mise en place de ce centre qui sera dédié aux citoyens pour qu'ils puissent effectivement recevoir leur acte d'identité tout proche tout proche d'eux-mêmes.
d'autres vont suivre. Et donc, ce n'est qu'une première étape. Et je pense que ces collaborations fructueuses verra très prochainement le jour dans une inauguration prochaine de ce centre. Aujourd'hui, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hussein Hassan, a officié dans son cabinet la cérémonie de remise d'un équipement destiné au service de sécurité routière. Ce matériel offert par les assurances GXA, Amerga, Tamini et Poul est destiné aux hommes de la brigade de la circulation routière. Outre le colonel Omar Hussein Hassan, la cérémonie qui s'est tenue au commissariat central a vu la participation du lieutenant-colonel Birgan Omar Hamed, commandant du corps urbain, et du commandant Idriss Esman, commandant de la brigade de délégation judiciaire et du commandant de la brigade de la sécurité routière, le capitaine Abdurazak Aden Moussa. Cette donation répond à la volonté des assureurs de la place de soutenir et d'épauler les éléments de la circulation routière dans leur mission régalienne, et ceci pour un meilleur rendement. À cet effet, les représentants des compagnies d'assurance de la place ont remis aux différents services de la sécurité routière, tels que les constats d'accident, la brigade centrale d'accident et la sécurité routière, des études-tests, des imprimantes, des photocopieuses, des ordinateurs, des disques durs externes, des clés USB, des gilets, des cônes destinés à réguler la circulation sur nos routes. Ces matériels offerts par les assureurs de la place viennent à coup sûr renforcer l'arsenal des hommes de la sécurité routière. La réactivation de ce partenariat entre la police nationale et les assureurs de la place démontre la volonté du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, de renforcer davantage la collaboration entre la police nationale et les assureurs du pays. Le représentant de l'assurance, Mohamed Aden, a à cette occasion tenu à remercier la police nationale pour leur collaboration et leur travail au quotidien pour renforcer la sécurité sur nos routes. On écoute. Directeur de la sécurité publique, j'ai l'honneur de vous remettre un lot d'équipements composé de matériel informatique, des photocopieuses, des autotests, des gilets de sécurité, des caméras. Ce matériel est offert par les compagnies d'assurance Amerga, GXA et Tamini. Les relations entre la police en matière de sécurité routière et les compagnies d'assurance sont anciennes, par ce dont nous entendons les renforcer. Ces nouveaux équipements aideront les agents de la police à améliorer les émissions de rapports destinés aux compagnies d'assurance pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Je vous remercie. Pour sa part, le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hussein Hassan, a tenu à remercier les représentants des assurances pour leurs gestes louables. On écoute le colonel Omar Hussein Hassan. Aujourd'hui, nous assistons à la remise de matériel informatique offert par les compagnies d'assurance à la police nationale. Ces équipements sont destinés à nos services chargés d'assurer la sécurité routière. En effet, nous avons des relations anciennes avec les compagnies d'assurance. Nos services travaillent depuis longtemps avec ces compagnies. Aujourd'hui, les compagnies ont fait un geste en offrant ces équipements à nos services. Au nom du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, je voudrais remercier les compagnies d'assurance. Je voudrais leur indiquer que nous sommes disposés à entretenir et à renforcer davantage nos liens de coopération. Je vous remercie. Des parlementaires de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'honorable député Amin Mohamed Jama et l'honorable député Haroun Hassan Guedi, ont pris part aux 17e réunion annuelle du forum sur la gouvernance d'Internet qui se tient à Addis Abeba. Ce forum de cette année a pour thème général l'Internet résilient pour un avenir partagé, durable et commun. Ce forum est initié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie et plus de 2500 participants à travers le monde, notamment des représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé, des parlementaires et des universitaires ont pris part. Ce forum constitue une plateforme essentielle pour permettre des discussions sur la gouvernance de l'Internet, y compris la durabilité, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet.
Dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé au sport et le CAC Bank, a organisé dans l'après-midi d'hier, lundi, au stade Omnisport, au complexe Roi Fahd, situé à Balbala, un programme sportif intitulé Une journée de sport pour tous. Après une matinée trop chargée, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud, en compagnie du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, se rendu dans l'après-midi de cette même journée au stade de Omnisport pour lancer une série d'activités sportives entièrement dévolues aux personnes à besoins spéciaux. Les compétitions sportives de cette journée riche en émotions ont opposé deux joueurs et athlètes en majorité issus des réseaux associatifs des personnes à besoins spéciaux de la capitale, en présence du président de la fédération djiboutienne du handisport, M. Abdelrahman Abdullahi. Outre des matchs de football, de handball, organisateurs, invités ou simples spectateurs ont tous assisté avec admiration enthousiaste ces épreuves sportives multidisciplinaires qui vont de pair avec le thème retenu pour cette 4e édition de la Semaine nationale du handicap, levant ensemble les préjugés liés aux handicaps. Il s'agit ici d'un moyen visant à démontrer, preuve à l'appui, les compétences et les capacités de nos concitoyens vivant avec des handicaps. Voici les propos à présent du secrétaire d'État chargé au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. National du handicap. Nous avons toutes les personnes à besoins spéciaux qui sont aujourd'hui présents. Ils ont fait pratiquement 4 à 5 disciplines. Le personnel de l'agence était à cheval aujourd'hui pour faire de cette journée une journée mémorable. Mais ce qu'on a récolté lorsqu'on a écouté les jeunes concourir, c'est qu'une année, c'est trop loin. On a fait en sorte à ce qu'on puisse organiser ce genre d'événements tous les 3 mois. Et pas uniquement à Djibouti, on va l'organiser dans les régions aussi. Et on a opté pour Ali Sabé pour les mois qui arrivent. Et on va essayer de faire en sorte aussi que les personnes à besoins spéciaux soient intégrées avec les autres personnes normales. Voilà, et pour qu'ils ne se sentent pas un peu à l'écart. C'est ça notre objectif aujourd'hui avec le secrétaire général, ici présent, M. Douali, qui est un ami de longue date aussi. Donc j'ai l'appui et on va être à ses côtés à tous les événements qu'il va organiser. Merci. Toujours dans l'optique de célébrer la Semaine nationale du handicap, une équipe de responsables de l'ANPH se sont rendus au nord, à la ville d'Obok, capitale de la région du même nom, diligentée par M. Douali Saïd Mohamed, le directeur général de l'ANPH, et conduite par le directeur administratif et financier de l'agence. L'équipe, lors de la cérémonie, procédait à la remise d'importants lots de matériel destiné aux personnes handicapées, enregistrés lors des recensements des antennes régionales de l'ANPH. Il s'agit d'importants lots de matériel composés de cannes blanches, plusieurs types de fauteuils roulants, des béquilles, de motos simples ou commerciales. Bref, au total, près de 70 outils conçus pour faciliter la locomotion des personnes à mobilité réduite. Pour les responsables de l'ANPH, cette opération de remise de dons de matériel aux nécessiteux constitue inéluctablement l'un des moments forts des activités de cette 4e édition de la Semaine nationale du handicap, dont les travaux vont se poursuivre jusqu'au jeudi. Nécrologie de cette édition à présent, suite au décès de feu Darar Dirir Guessoud, survenu ce samedi à l'âge de 79 ans à Djibouti. Le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Chero, au nom de la population de Arta et en son propre nom, adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille et aux proches et prie également le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Allah le Tout-Puissant qui l'accorde au défunt Darar Dirir Guessoud sa grande miséricorde. Amin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, à l'occasion de l'ouverture de nouvelles consultations pour le processus de paix en République démocratique du Congo, Kenya,
L'ancien président du pays, Uhuru Kenyatta, facilitateur de discussion, a mobilisé les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce troisième cycle de pourparlers qui se déroule dans la capitale kenyane, Nairobi, a été organisé avec un plan pour discuter des réformes qui faciliteront le désarmement des groupes rebelles du M23. Le président du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda ont assisté virtuellement à cette cérémonie. Bien que le M23 n'ait pas été officiellement parti pour parler au Angola, il a déclaré qu'il accepterait le cessez-le-feu la semaine dernière, mais il affirme également qu'il ne fait pas confiance au gouvernement congolais pour respecter l'accord et met fin aux hostilités. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.